Hello. Hello Flora, Salut. comment vas-tu? Très bien. Tu m'entends bien, c'est bon? Impeccable. OK, parfait. Alors on a déjà des premiers participants qui sont venus Salut. OK. et donc on va attendre. Toi On qui va... partages la page, Ouais, je vais partager l'après, ça sera plus simple. ça roule. Ça va, pas trop froid? Nous on a un peu de des problèmes de chauffage dans les locaux. C'est pas très chaud là. C'est écologique, on va Ouais, dire. ouais. Exactement. Alors on attend encore une petite minute et puis après on va démarrer. Ça marche. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va pas tarder à commencer. Allez, je nous donne encore quelques petites secondes et puis après on va y aller. Vous êtes déjà beaucoup de connectés, c'est top. Je pense que ça va être un sujet qui va bien intéresser. Bah écoutez, on va y aller. Alors juste pour faire une petite introduction, donc bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Bourbier. Donc pour me présenter rapidement, et puis après je présenterai Flora et je te laisserai la parole aussi pour te présenter. Donc moi je m'appelle Benoît Rosier, ça fait 10 ans que je fais du produit, j'ai été product manager, entrepreneur et aujourd'hui je suis cofondateur et CPO d'Upvisory. Et pour ceux qui sont des habitués du Bourbier, vous aviez effectivement connu une animation avec Martin, qui est également cofondateur et CEO d'Upvisory. Mais c'est désormais moi qui vais reprendre le relais en tant que CPO de cette très belle édition du Bourbier. Alors donc pour ceux qui connaissent pas le Bourbier, alors c'est une instance qui est un petit peu originale, hein, puisqu'on vient témoigner de nos galères respectives. C'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de faire, et c'est important parce qu'en tant que product manager, bah, on vit tous des galères. Mais c'est des galères qu'on apprend, et ce qui est top avec le Bourbier, bah, c'est qu'on apprend des galères des autres. Donc pas besoin de se planter soi-même pour apprendre, ce qui est plutôt pas mal pour gagner du knowledge.
Juste en 30 secondes pour présenter rapidement Upvisory. Donc, Upvisory, c'est une agence dédiée aux produits. On accompagne nos clients à construire des produits à succès. On adresse différents métiers comme ceux du product management, du product design et du product engineering. Et on a une entité dédiée à la formation qui s'appelle Upvisory Campus et qui propose tout un tas de formations autour du produit, à la fois en ligne et en présentiel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Flora, qui est CPO de Captain Contrat. Donc, Captain Contrat, hein, c'est une très belle plateforme qui vous permet de gérer l'ensemble de vos besoins juridiques en ligne. Flora nous parlera de tout ça. On a d'ailleurs été des gros consommateurs de Captain Contrat chez Upvisory durant les premières années de la boîte, hein. Ça nous a quand même beaucoup aidé à nous structurer. Et aujourd'hui, Flora va nous parler d'un sujet qui est passionnant, qui est celui des OKR. Donc on le répète souvent en ce moment, hein, mais c'est important d'essayer de passer d'un mode d'organisation output-centric à un mode d'organisation outcome-centric. Et les OKR sont vraiment top pour ça. Mais malgré la simplicité de l'outil, formaliser des objectifs et des key results associés aux objectifs, bah, la mise en place, elle est quand même plus complexe. Donc voilà, j'ai très hâte, comme vous, je pense, d'entendre le témoignage de Flora. Et juste pour terminer cette rapide introduction, donc il y a une grosse session de questions-réponses à la fin de la présentation de Flora. Donc vous avez un petit module questions qui est bien foutu sur Livestorm. Donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions sur ce module-là et également de voter pour vos questions préférées. Comme ça, moi, ça me permet de prioriser les questions qui vous plaisent le plus et de les poser à Flora. Écoutez, on est bon pour cette introduction. Je vais laisser la place au Bourbier et à Flora. Oui, merci Benoît pour l'intro et pour la petite mention de Captain. Et salut tout le monde. Donc, je suis Flora. Effectivement, je suis actuellement CPO de Captain Contrat. Captain Contrat, on est donc une legal tech. On aide les TPE, PME, les entrepreneurs à gérer leur juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déposer ses statuts au greffe pour créer sa société, déposer sa marque pour pas se la faire piquer, rédiger un contrat commercial. Voilà, on intervient sur l'ensemble des besoins que peuvent rencontrer les entrepreneurs pour se structurer et se protéger. Sur mon parcours, alors moi, j'ai du produit, mais physique plutôt, parce que j'ai passé beaucoup d'années chez L'Oréal dans mon début de carrière, avant de transiter sur des choses plus digitales avec un passage en cabinet de conseil en data qui s'appelle Artefact. Et j'ai rejoint Captain Contrat il y a 4 ans. Captain Contrat, chez qui la méthode OKR venait d'être mise en place quand je suis arrivée, donc 2018. Donc c'est pour ça que j'ai 4 ans de retour sur les OKR à partager aujourd'hui. Et c'est des retours que je partage également via Nouma, qui est un organisme de coaching et de formation, notamment pour des grands groupes et dans lequel je suis mentor pour faire adopter la méthode OKR à des grands groupes pour mettre en place des projets structurants et notamment dans des équipes de run, ce qui m'a permis aussi d'avoir une vision, moi chez Captain, avec des équipes de build et dans des grands groupes, dans des équipes de run. C'est des manières de travailler les OKR qui peuvent être un petit peu différentes. Donc c'est tout ça que je vais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si Benoît, tu peux expliquer. Benoît, je te laisserai m'interrompre si besoin. Alors, avant de démarrer, déjà juste un rapide point sur les OKR. Je ne sais pas à quel point tout le monde est familier ou pas, mais c'est juste pour se dire que les OKR, c'est super vu. En fait, on a l'impression que c'est la nouvelle mode, mais ça existe depuis les années 70. Ça a été développé d'abord chez Intel. Et puis, ça a vraiment commencé à s'enclencher chez Google en 99. Quand un des investisseurs de Google a demandé aux cofondateurs de mettre en place la méthode. Et là, du coup, adopté par Google, ça a commencé à faire son petit trou et à avoir de l'essor. D'abord dans la Silicon Valley et puis après maintenant dans tout l'écosystème startup. Et maintenant, on voit que ça s'étend même au-delà des startups. Donc, c'est génial. C'est parce que la méthode, oui, elle est top. Mais maintenant, comme toute méthode, quand on applique juste parce qu'on a vu que telle autre société le fait et donc on pense qu'on doit le faire, il y a des risques et il faut se poser des questions parce que au-delà de la mettre en place,
C'est pas parce que ça marche chez LinkedIn, Google et Netflix que ça va marcher chez Captain Contrat ou que ça va marcher tel quel dans votre société à vous. Donc les OKR, pour rappeler ce que c'est, enfin pour se rappeler surtout à quoi ça sert, puisque on dit que les OKR, ça sert à passer de l'output de l'output à l'outcome. Les OKR, là aussi, l'idée, c'est de se poser la question de pourquoi je les mets en place. Et à mon sens, ça a vraiment 3 grands objectifs, cet outil. Le premier, c'est d'assurer d'avoir de l'impact. D'avoir de l'impact. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui donne beaucoup de clarté, de lisibilité dans vos objectifs et dans les projets que vous allez mettre en place dans votre société. Ça permet vraiment de structurer et de formaliser d'une manière qui est lisible, limite par un enfant de 6 ans. Et donc, c'est bénéfique pour faire transposer les sujets et transpirer les sujets au sein de votre organisation. Et la deuxième chose, c'est que mécaniquement, de la manière par laquelle c'est construite, ça va assurer de se focus sur le résultat et pas sur les moyens qu'on met en place. Et c'est vraiment ce shift que ça permet. La deuxième chose, c'est que ça permet d'être focus puisqu'on va vraiment classer ses objectifs dans un certain ordre. Et on va aussi sortir des sujets qui ne sont pas des objectifs. Donc, on va se forcer à donner des ordres de priorité dans les résultats qui sont les plus importants. Et même au sein des résultats qu'on veut atteindre, on va devoir faire des choix de levier parce qu'on a une temporalité qui est donnée, parce qu'on a plusieurs résultats à mener de front. Et donc, les équipes vont être obligées de choisir entre certaines actions. Et donc, ça va permettre d'être beaucoup plus focus au quotidien pour se centrer sur certaines choses. Et le troisième bénéfice des OKR, à mon sens, c'est vraiment d'engager les équipes parce que par leur formalisation, on va distribuer l'ownership, donc on va donner des responsabilités de certains résultats à certaines personnes. Ensuite, si les OKR, ils ont été définis ensemble, ça donne vraiment toutes les clés normalement aux équipes et aux owners de chaque résultat de pouvoir être autonomes et de pouvoir un peu mener leur quotidien comme ils le souhaitent, avec un rendez-vous et un moyen de donner de la visibilité qui est les OKR, mais sans devoir rentrer forcément dans le détail de tout ce qu'ils font de leur journée, puisqu'en fait, on s'est assuré en amont qu'ils allaient travailler pour un résultat précis sur lequel on est tous d'accord. Et donc, ça laisse de la liberté tout en assurant d'avoir des résultats et qu'on n'est pas des personnes qui bossent sur des actions complètement décorrélées. Donc ça, c'est 3 objectifs déjà qui sont super top en soi. Mais à mon sens, moi, les OKR, c'est surtout et avant tout un super outil de communication et de dialogue dans une entreprise entre les personnes, entre les différents projets. Ça permet de les mettre à l'ordre du jour de plein de personnes. Ça permet de se challenger sur ce qu'on fait pour atteindre la vision de l'entreprise. Et du coup, ça va vraiment être pour moi le bénéfice principal, c'est toute la communication que vous allez générer dans votre société grâce à la mise en place de la méthode OKR. Donc la méthode OKR, on va pas rentrer dans la méthode en détail aujourd'hui. On est parti du principe que tout le monde avait un petit peu commencé à se familiariser avec. Dans les grands principes, c'est méga simple. Ce qui est méga simple, c'est que on va définir un challenge. Ce challenge, il peut être pour un trimestre, pour un semestre, pour une année. Il peut être à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'une squad, à l'échelle individuelle. Donc ça, c'est plein de modalités qu'on va pouvoir choisir pour vos OKR et en fonction de votre organisation. Et ce challenge, on va essayer de le découper en résultats qui vont être chiffrés ou à minima mesurables. Et donc, c'est vraiment cette ligne de décomposition en résultats qui va assurer qu'on va se concentrer non pas sur les actions, mais sur l'impact qu'elles vont avoir, puisqu'on va se concentrer sur cette ligne violette. Et ensuite, pour atteindre ces résultats, bien sûr, c'est là qu'on va pouvoir parler de leviers ou d'actions à mettre en place, ou c'est là que des projets vont pouvoir intervenir et pouvoir composer tous ces résultats. Sur la slide d'après, j'ai mis un exemple qui est un exemple d'OKR qu'on a eu chez Captain Contrat pour une des squads d'une de nos product managers. Elle, son challenge, c'était de mieux accompagner les créateurs d'entreprises. Donc, vous voyez, un challenge, ça a plutôt un objectif assez inspirationnel. C'est plutôt
high level et ça va pas être hyper précis. Ça représente une vision de l'entreprise ou une vision d'un produit ou une vision de quelque chose à atteindre pour une personne. Ensuite, on descend dans la ligne résultat. Et donc, nous, on a voulu décomposer cette vision d'accompagner mieux les créateurs d'entreprises en 3 résultats qui étaient clés pour nous. Le premier, c'était d'aider les prospects non matures. Le deuxième, c'était que les créateurs d'entreprises étaient équipés avec un expert comptable. Pardon, j'avais mis par habitude EC, mais expert comptable. Et le troisième, c'est que 65% des nouveaux clients sont abonnés. Parce que chez Captain Contrat, on fournit un abonnement juridique qui permet d'accompagner sur le long terme les entrepreneurs. Et donc, pour nous, c'était une des clés pour mieux accompagner les créateurs, c'était de les accompagner au-delà de leur création, mais de les accompagner sur du long terme. Donc là, vous allez me dire, OK, résultat 2, résultat 3, je comprends très bien, c'est chiffré, c'est hyper précis, on voit tout de suite l'impact pour la boîte, pour le client. Résultat 1, Flora, tu te fous un peu de nous parce que en fait, c'est un truc quali. Je voulais tout de suite rentrer dans le vif et dans le dur parce que c'est souvent un des problèmes qu'on a, c'est que trouver des résultats clés, quanti et mesurables, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Et il faut se donner, à mon sens, la liberté d'avoir des résultats qualitatifs si on pense qu'il y a des projets qui sont importants pour la vision de l'entreprise. Et en l'occurrence, par exemple, de créer du contenu et de pouvoir proposer une solution aux prospects non matures, quel que soit son impact. C'était déjà, nous, une partie de notre vision. Et c'était déjà important pour nous de passer ce cap, de se lancer sur le sujet. Et donc, on s'est permis de mettre un résultat qui était pas vraiment chiffré, qui était juste mesurable. Et le seul objectif de ce résultat, c'était de se dire, OK, on a posé les premières briques, on a livré les premiers projets, et après, on se permet de voir ce qui se passe. Et c'est pas grave, on l'accepte, on s'en est tous parlé, on sait que c'est pas un résultat qui aura forcément un impact, mais ça fait partie de notre vision. Donc, on va accepter que pendant 3 mois, on va travailler juste pour mettre en place ce sujet-là. Et tant pis si ça n'a pas d'impact tout de suite, c'était un choix volontaire de notre part. Ça, c'est intéressant, Flora, parce que c'est sûr que c'est des choses qu'on voit pas tout le temps. C'est vrai que souvent, on a des résultats qui sont, très, result driven, et peut-être une question juste pour nos auditeurs. Est-ce que vous vous étiez fixé des règles, du jeu, tu vois? Peut-être en termes de nombre d'objectifs, en termes de, nombre de KR, en termes de est-ce qu'il faut que les KR soient chiffrés ou non, à ce stade? Ouais, carrément. Donc nous, on a des grosses guidelines qui sont un peu, maintenant, c'est facile à dire après parce que c'est un peu issu de tout ce que je vais raconter après. Globalement, nous, nos choix sur les OKR, c'est qu'on a, vraiment des axes de boîte qui sont définis pour l'année. Pour l'année, on va avoir entre 3 et 5 grands axes stratégiques à atteindre au niveau de la société. Et ensuite, on va définir des OKR tous les trimestres au niveau des équipes et des squads. Ça, c'est un choix. Il y en a qui descendent jusqu'à une granularité des OKR à l'individu, au contributeur, à la personne. Nous, on a fait le choix de ne pas descendre aussi bas. Je pense que ça dépend vraiment des orgas. Donc, on a des OKR qui vont être par équipe ou dans le cadre du produit et des devs, nous, on fait des OKR de squad, ce qui nous semble plus facile à opérer. Et on va les faire tous les trimestres. Les guidelines, c'est que les OKR, ils doivent chacun, un objectif d'un OKR d'un trimestre, il doit contribuer à la vision stratégique de l'année de l'entreprise. Donc, normalement, si vous prenez l'ensemble des OKR qu'on a pu mener pendant l'année, c'est chacun une petite brique des axes stratégiques de l'année de l'entreprise. Ensuite, la deuxième guideline, en termes de nombre d'OKR, déjà, il y a un maximum qui est 3 objectifs et à l'intérieur de chaque objectif, 3 KR pour chaque équipe ou pour une squad. Donc ça, c'est un max défini. Et par contre, en fonction des sujets qui sont abordés, de leur taille, du nombre de leviers, on peut aller en dessous. Donc, par exemple, là, ce trimestre, la product manager, j'ai une product manager qui avait que 2 objectifs sur sa squad. Et dans les 2 objectifs, il y avait que 2 KR. Mais parce qu'il y avait tellement de choses à mettre dedans, il y avait des paliers tellement importants à passer que c'était déjà très impactant et il y avait déjà de quoi s'occuper pendant un trimestre. Donc voilà, on se dit max 3 objectifs et dans chaque objectif, max 3 KR. Mais ensuite, on peut se permettre d'aller en dessous. Et sur le dispatch Quanti-Quali, on n'a pas de guidelines exactes. On n'a pas de guidelines exactes là-dessus. En revanche, ce qu'on constate, c'est que
dans la moyenne, on va toujours avoir un KR sur 3 à peu près qui va être quali. Parce qu'on a besoin de lancer une discovery et qu'on sait que du coup, entre le temps de la discovery, le temps de la conception, etc., on ne pourra pas impacter la métrique avant la fin du trimestre et donc on va le faire sur 2 trimestres. Et du coup, pendant le premier trimestre, l'objectif, ça sera juste par exemple d'avoir trouvé les problèmes des utilisateurs. Ça va être juste un KR de j'ai fait une discovery, ça peut être un KR pour nous. Ouais, la moyenne, c'est ça, c'est un KR sur 3 qui va être quali. On a du mal à avoir 100% de quali parce qu'il y a des sujets qui s'y prêtent moins, parce qu'il y a des sujets où on n'a pas assez d'avance pour se dire qu'on va pouvoir les impacter, pour plein de raisons. D'accord. Et, et justement, sur la définition des OKR, il y a une question de Virgile au niveau de la définition de tes résultats clés, puis de tes actions. En termes de process, comment ça se passe? Est-ce que tu définis d'abord les résultats, puis les actions? Ou est-ce que tu peux faire l'inverse, d'abord définir les actions, puis les résultats? Ou c'est un mix des deux? Enfin, comment ça se passe? Bah, je pense qu'on peut dire que c'est un beau bourbier. Il y a clairement tout qui se passe. En général, on va avoir plusieurs allers-retours. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va avoir un premier point au niveau manager et cofondateur en amont du trimestre pour aller regarder d'un point de vue axe stratégique, est-ce qu'on est satisfait de la manière dont ça a avancé? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on a trop tardé? Est-ce qu'il y a un axe qu'on a mis complètement de côté depuis le début de l'année et il faudrait le travailler? Et on va regarder les KPI clés de la boîte et on va du coup mettre en lumière aux équipes, voilà tous les sujets qui nous semblent en retard et qui nous semblent prioritaires. De l'autre côté, en fait, en mode bottom-up, on va avoir les équipes qui vont se réunir, donc entre squads, entre équipes, et qui vont, elles, réfléchir un peu à tous donc dans le cas d'un product manager, ils vont regarder un peu tous les problèmes utilisateurs qu'ils ont dans leur backlog, les discoveries qu'ils ont faites qui ont fait émerger des nouvelles opportunités. Donc, ils vont plutôt se dire, OK, quels sont les problèmes que j'ai envie de tacler et qui sont plutôt du coup des leviers qu'on pourrait activer. Et ensuite, il va y avoir donc nous, quand on va livrer notre analyse de où est-ce qu'on en est, parfois, on va donner des drafts d'objectifs ou quelques idées de résultats qu'on va avoir, de métriques qu'on va avoir envie d'impacter. À l'inverse, les équipes, quand elles vont voir des lots de problèmes, elles vont se dire ah bah tiens, bah, tous ces problèmes-là, ils vont avoir un impact sur une métrique qui est la même. Et du coup, c'est vraiment en faisant du top-down, bottom-up. On fait en général peut-être au moins 3 itérations avant de figer les OKR dans le marbre, qu'on arrive à s'accorder. Donc, on va vraiment dans les deux sens. Et honnêtement, nous, on n'a jamais réussi à soit se dire, OK, je réfléchis que en résultat et derrière, je plug des leviers ou j'ai que des leviers et derrière, voilà, franchement, incapable. Donc, on fait toujours les 3 allers-retours pour voir si ça peut convenir. D'accord. Et j'ai échangé mardi dernier avec un product manager d'une autre startup qui me disait que chez lui, l'ensemble des OKR étaient d'abord définis par les fondateurs, puis ensuite, eux, ils se raccrochaient aux OKR des fondateurs. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique par rapport à vous, ce que vous faites, un mix de top-down et Alors bottom-up? nous, on fonctionne pas comme ça. Effectivement, nous, on va donner des guidelines de voilà les sujets qui nous semblent importants. Et ensuite, c'est vraiment pour le coup chaque équipe ou les product managers dans le cas des squads qui vont nous proposer des OKR vraiment formalisés. Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on part du principe que, en tout cas, je focus vraiment sur les gens du produit. Peut-être un peu différent quand on a une équipe de sales, etc. Mais pour les gens du produit, on estime que c'est les product managers qui sont au plus proches des besoins d'utilisateurs, des problèmes et qui sont les choses quand même clés à changer. Et donc, c'est plutôt à lui, c'est lui qui va avoir la meilleure vision de est-ce que j'ai des problèmes qui peuvent venir impacter la vision stratégique ou les KPI. Et ça va être le mieux placé pour réunir les deux camps. En fait, on a trop peur que si c'est les cofondateurs ou les managers qui imposent des choses, qu'on passe à côté de problèmes hyper importants pour les utilisateurs. Parce qu'en fait, on va être focus juste sur OK, je veux atteindre un nouvel axe avec, je sais pas, un nouveau produit ou une nouvelle action hyper précise. En fait, qui est peut-être très bien en soi, mais si ça nous fait passer à côté d'un problème qui est remonté depuis un an chez les utilisateurs, c'est quand même dommage. Donc, nous, on préfère donner les clés au product manager de nous faire sa proposition d'OKR en prenant en compte les highlights qu'on lui a mis en avant, mais c'est lui qui rédige vraiment les résultats, les objectifs.
Et ensuite, nous, on va venir les relire et les challenger ou dire, bah, tiens, là, on pense qu'il manque quelque chose, là, on pense qu'il manque quelque chose. Mais la première mouture rédigée de résultats et d'objectifs chez nous, elle est dans les mains du product manager. Voilà, après, sur le papier, c'est trop cool et c'est plein d'indépendance et d'autonomie pour le product manager. C'est aussi beaucoup de responsabilité. C'est un moment où les product managers, c'est pas un moment forcément que de plaisir. C'est satisfaisant et engageant. Mais je pense que quand on est, je le donnerais peut-être pas à un product manager qui est junior, qui vient de commencer, quoi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui se construit aussi avec le temps et nous, on se permet de le faire parce qu'on a des product managers qui sont déjà pas trop juniors dans leur expérience, pas juniors dans la boîte, qui connaissent bien, avec qui la confiance elle est créée et qui se sentent avoir les armes pour le faire tout seul et pour venir défendre leurs OKR auprès de tous les managers. Donc, je pense que c'est vraiment adapté aussi au profil qu'on a dans sa boîte et il faut pas minimiser que ouais, c'est cool et c'est valorisant pour un product manager, mais c'est aussi une énorme responsabilité et il faut que la personne, elle se sente de le faire et c'est pas toujours un cadeau. Mmh. Et je te pose une dernière question qui est celle de Corentin et puis après je te laisse, avancer sur, Mmh. justement, ton bourbier et nous expliquer un petit peu, les choses qui sont moins bien passées. Mais donc là, effectivement, on a les product managers qui, définissent, leurs propres OKR et donc ça, c'est top parce que, ils ont beaucoup d'autonomie. Corentin nous soulève la remarque, est-ce que, il peut y avoir une perception, d'avoir des OKR qui sont plutôt là dans le but, de contrôler, vérifier, micromanager, les équipes? Est-ce que voilà, il y a peut-être eu une perception comme ça au niveau des équipes ou alors, pas du tout? Et si pas du tout, bah, comment vous avez fait justement pour pas que ça soit perçu comme ça au niveau des équipes? Parce que c'est vrai que moi j'accompagne souvent des grands groupes plutôt, sur cette transfo au care et nous on a beaucoup de change management à gérer parce que c'est parfois très mal perçu, au niveau des équipes, voilà, de devoir faire du reporting, constant et de dire exactement où est-ce qu'on en est au niveau de l'atteinte de son care. Donc voilà, ouais, comment ça s'est passé un peu de ton côté? Hem, pour moi, le, en fait, j'ai plusieurs éléments de réponse. Je pense que la première chose, c'est que je suis pas sûre que ça ajoute du reporting par rapport à ce que tu faisais avant ou ce que tu fais par ailleurs. Parce que en fait, j'imagine que dans n'importe quelle boîte, même quand tu as pas d'OKR, on te demande des comptes sur tes projets, on te demande, ta data, on te demande des infos. Donc au final, pour moi, c'est juste une nouvelle manière de fournir du reporting, mais ça ne vient pas en additionnel et j'y reviendrai après, par exemple. Mais du coup, nous, c'est vraiment juste le seul suivi, justement, qu'on va demander aux équipes, c'est celui-là. Et du coup, il y en a plus qu'un seul. Et au lieu d'être assailli de toutes parts ou à n'importe quel moment sur ah, tu as avancé sur tel sujet, tu as avancé sur tel sujet, tu peux me donner le résultat de telle action, bah, en fait, tout est centralisé dans les OKR. Et au moins, c'est clair, ils savent à quel moment et dans quel contexte ils doivent rendre compte dans leurs actions. Donc, moi, je trouve que ça donne de la clarté. Et oui, c'est du reporting. Et peut-être que si vous partez de zéro reporting, s'il y a des boîtes très early stage ou dont c'est la conviction d'avoir pas du tout de reporting, on va passer de 0 à 1. Mais au moins, il est cadré et il est centré et il a un seul endroit. Et ça, pour moi, ça a de la valeur pour les équipes parce que je trouve que c'est plus agréable de se dire, OK, une fois par semaine, je vais faire un compte rendu de mes OKR plutôt que à n'importe quel moment de la vie, n'importe qui, un manager, un cofondateur, un membre d'une autre équipe, vienne me demander des comptes et me demande où j'en suis sur tel projet. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que la deuxième chose, c'est que oui, ça donne du reporting, mais pour moi, c'est du reporting intelligent. Et en soi, du coup, j'ai l'impression qu'en tout cas, chez nous, ça se passe bien parce qu'en fait, on leur demande du reporting sur de l'impact, sur des résultats clés. En fait, on leur demande pas du reporting de pourquoi tu n'as pas livré ta feature il y a 2 jours ou pourquoi tu as livré un MVP au lieu du design dont on s'était parlé. Non, en fait, on leur dit juste OK, est-ce qu'en fait, on a réussi à atteindre notre obj de 40 des créateurs qui ont un expert comptable? Et c'est quand même beaucoup plus constructif et beaucoup plus agréable, et d'ailleurs, plutôt challengeant, parce qu'on se concentre sur l'impact et du coup, ça a cette valeur-là pour moi, c'est que c'est pas du reporting bête et méchant, c'est du reporting pour se dire: «Est-ce que notre taf, en fait, il apporte de la valeur à quelqu'un, à l'entreprise ou à l'utilisateur, à des équipes internes?»
Et donc, en fait, c'est du reporting qui fait presque plaisir à faire, entre guillemets, parce que on se dit, OK, bon, bah, ce que j'ai fait, voilà à quoi ça a servi. Et je fais pas juste un compte rendu du nombre d'emails que j'ai envoyé cette semaine, quoi. Donc ça, et après la troisième chose, en revanche, oui, ça peut générer des impressions de suivi extrême, mais je vais en parler juste après. Je pense que ça dépend en fait après du niveau de suivi qu'on va mettre sur les OKR. C'est sûr que si vous n'avez pas d'instance pour les suivre, qui sont normées, ou qu'il y a trop d'OKR, enfin voilà, il peut y avoir plein de dérives comme dans toute méthode, et pour que ça devienne du micromanagement. Voilà, après, l'avantage, c'est que si vous lisez une fiche d'OKR comme ça, au final, c'est assez high level et on rentre pas dans beaucoup de détails. Et du coup, c'est du reporting qui est assez macro. Donc, on n'a pas trop eu on a eu beaucoup de problèmes, mais ce ressenti des équipes, on l'a pas trop eu. D'accord. Écoute, ça marche. Merci beaucoup pour tes réponses. Et ce que je te propose, c'est de continuer. Et puis là, c'est intéressant parce que normalement, au Bourbier, on nous parle d'une erreur commise. Là, tu vas nous parler de 65 erreurs commises. Donc, j'espère que les Ouais. gens qui sont avec nous se rendent compte de la chance qu'ils ont. Ah, j'ai peut-être un peu exagéré. J'ai bêtement repris tous les rex qu'on a fait chaque trimestre depuis 2018 et j'ai noté un peu tous les drops. Donc là-dedans, il y a un peu de tout, hein. Il y a des KR qui ont été mal définis, il y a des sujets qu'on a mal suivis, il y a des choses où on n'a pas eu l'impact escompté, il y a des leviers qui n'étaient pas appropriés. Donc, c'est un peu le fourre-tout et c'est un peu exagéré. Mais tout ça, c'était juste pour mettre un gros chiffre pour vous dire, les OKR, bah, en fait, c'est un travail constant et c'est un peu un bourbier constant. C'est que bah, vous allez tout le temps vous planter. Il y aura tout le temps, en fait, si vous avez ne serait-ce que 3 équipes ou 3 squads qui rédigent chacune 3 objectifs avec 3 KR et des actions dans chaque, bah, bien sûr que en fait, ça va jamais être parfait tout le temps et toute l'année et chaque trimestre. Il va toujours y avoir des moments où on se plante un petit peu dans l'écriture de l'OKR, où on se plante un petit peu dans la manière de l'exécuter. Voilà, il y a toujours des petits rouages qui fail. Et en fait, c'est normal. Et tu vois, nous, ça fait 4 ans qu'on travaille avec des OKR. Et tous les trimestres, on se dit, ah putain, celui-là, on a encore foiré. On n'aurait pas dû l'écrire comme ça n'avait pas de sens. Et ça nous arrive encore. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour dire ça. Mais en tout cas, de ces 65 petites erreurs, j'ai tiré des lots d'erreurs sur lesquelles on va venir. Des erreurs plutôt sur la définition. Et ça, pour moi, ça s'adresse surtout, je pense, aux gens qui n'ont pas encore commencé à travailler avec les OKR ou qui viennent de commencer. Et ensuite, on va avoir des erreurs plus de suivi et d'exécution qui sont pour moi plutôt des erreurs quand tu as commencé à mettre les OKR en place, dont tu te rends compte au bout de peut-être un an, un peu de pratique des OKR, elles ont émergé un peu plus tard. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui viennent de commencer. C'est vraiment comment bien rédiger ses OKR. Et ça, c'est des choses qu'on a fait, on les a toutes faites. Donc, la première chose, c'est voilà, écrire des objectifs qui n'impactent, ou des objectifs ou des key results qui n'impactent personne. Donc, première erreur de base, c'est vous allez choisir un objectif qui n'a rien à voir avec la vision de votre entreprise. Et c'est pour ça que je parlais au début de vraiment l'importance d'avoir des axes au niveau de votre entreprise, d'avoir la vision, et que ces objectifs, ensuite, que vous allez mettre en place, que ça soit au mois, au trimestre, au semestre, dans votre équipe, ils aient un lien, en fait, avec la vision de la boîte. L'idée, c'est pas de créer ses propres objectifs en tant qu'équipe. Moi, je vais pas faire un produit avec ce que j'ai envie. Non, en fait, je vais faire un produit qui est cohérent avec ce qu'apporte, avec ce qui est la vision de ma société. Et c'est important, et ça, c'est le rôle des cofondateurs ou des managers ou des managers, d'être capable de communiquer c'est quoi la vision de cette année ou peut-être des 2 ans à venir de l'entreprise, pour que les équipes soient armées pour écrire des objectifs qui participent. Parce que sinon, bah, c'est bien, peut-être que vos objectifs, ils seront très bien, mais c'est un peu dommage de faire du build et de passer des trimestres entiers sur des sujets qui ne vont pas servir la mission de votre boîte. L'autre chose, c'est d'aller dans des résultats clés qui vont être beaucoup trop granulaires ou un peu trop petits. Donc, par exemple, il y a 2 ans, et d'ailleurs cet exemple qui regroupe vraiment les 2 sujets, on avait un de nos axes de société, ils étaient vraiment ancrés sur de l'acquisition, des nouveaux moyens d'acquisition, des nouvelles offres.
c'est vraiment la stratégie de l'entreprise de couvrir une part de marché plus importante. Et on a ce KR qui est apparu, notre NPS augmente de 5 points côté de l'équipe client. Et on était là, genre, OK, mais comment on rattache ce KR d'une part à la vision de l'entreprise. Donc là, déjà, il y avait un problème. Et ensuite, notre NPS augmente de 5 points. Mais en fait, 5 points de NPS, pour qui, pourquoi ça fait une différence? En fait, le NPS, ça se mesure, en fait, si tu n'es pas au-dessus de 60 ou au-dessus de 40 ou au-dessus de 0, en fait, de passer de 0 à 5 de NPS, l'impact auprès de nos clients ou l'impact que ça va avoir, il va être beaucoup trop faible. Et puis en plus, augmenter de 5 points, chez nous, ça se fait très facilement parce qu'il suffit de changer 2 clients, le retour de 2 clients et hop, tu as gagné tes 5 points parce qu'en fait, on a des volumes de collègues qui sont assez faibles. Et du coup, en fait, augmenter le NPS de 5 points, ça n'a aucune valeur ajoutée et c'est beaucoup trop petit et beaucoup trop granulaire. Donc, du coup, on peut mettre ce key result, on a l'impression qu'il est super parce qu'il est chiffré. Mais en fait, à la fin du trimestre, on va avoir augmenté de 5 points, mais il ne se sera rien passé, ni pour l'équipe customer service, ni pour l'équipe client, ni pour la société, ni les utilisateurs. Personne ne sera plus heureux de ce point. Donc ça, c'était la première chose, vraiment. Donc, toujours un peu prendre du recul et challenger parce qu'on peut avoir très bien rédigé sur la forme un obj ou un key result et pour autant qu'il ne serve personne à la fin. La deuxième chose, c'est le manque de responsabilité alors je parle là de la méthode OKR au sein de l'entreprise. Au début, on s'est dit: «On va lancer les OKR». On a drafté 2-3 guidelines, on l'a mis dans les mains des équipes, sauf qu'il y avait personne qui était vraiment responsable. Il y avait des responsables par équipe de faire ses propres OKR, mais il y avait personne qui coordonnait que l'ensemble des OKR étaient cohérents, il y avait personne qui venait les checker. Et ça, c'est un OKR master. Donc ça, c'est un rôle qui existe chez nous. Bon, en l'occurrence, c'est moi chez Captain Contrat. Mais mon rôle d'OKR master, ça va être déjà de coordonner toutes les équipes. Donc, c'est tout bête, mais déjà caler les instances, faire un planning pour s'assurer que les OKR, ils sont prêts en début de trimestre ou de semestre. Faire les petits rappels aux personnes qui n'ont pas fini de rédiger leurs OKR. Bah, c'est tout bête, mais en fait, s'il n'y a personne qui s'en occupe et si c'est de la responsabilité de personne, eh ben, comme tout le reste, il va y avoir des retards et ça va être oublié. L'idée aussi, c'est de coordonner les différentes équipes, donc vérifier que si, par exemple, dans la squad d'un de mes product managers, elle va avoir besoin pour un de ses leviers de faire appel à l'équipe sales, je m'assure que l'équipe sales, elle est prévenue en amont et qu'elle a prévu dans sa bande passante du trimestre qui arrive de venir aider ma product manager sur sa squad. Donc, de bien identifier aussi les liens entre les différents objectifs. Parce que dans un résultat clé, il y a des choses que l'honneur va pouvoir faire lui-même, mais il y a des choses où il va avoir besoin des autres équipes. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que toutes les équipes sont au courant de ce qu'elles vont devoir faire pour les autres équipes. Et Et justement, enfin, juste sur le rôle de OKR Owner, parce que là, tu as parlé du rôle de OKR Master qui est effectivement très important, hein. C'est un petit peu le Scrum Master des OKR. Et c'est clair que moi, je le vois aussi dans les orgas. Si on n'a pas d'OKR Master, franchement, c'est pas la peine de se lancer dans les OKR parce que ça demande beaucoup, beaucoup de boulot de suivi. Donc, d'ailleurs, chapeau à toi pour faire ça en même temps que ton rôle de CTO. Ça doit être assez chronophage. Peut-être sur la partie OKR Owner, parce qu'effectivement, quand on a voilà, soit au niveau OKR, soit au niveau KR, on doit avoir des responsabilités qui sont claires au niveau des KR pour savoir, bah voilà, qui a l'ownership sur l'atteinte ou non du KR et deux, qui met à jour le KR. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que voilà, il y a un ownership plutôt en termes de personnes ou c'est plutôt en termes d'équipe ou voilà, comment ça fonctionne? ouais, sur les OKR, les KR honneurs, donc nous, c'est au niveau de chaque KR, ce qui est globalement la méthodo générale. Ça fait partie pour nous de la définition des KR. Donc, en l'occurrence, par exemple, sur la squad, c'est le product manager qui, au moment où il nous livre sa proposition d'objectif et de KR, il va mettre en face de chaque KR un honneur qui est souvent lui dans le cas d'une squad. Mais sinon, il va avoir discuté avec les autres personnes de la squad et ils vont avoir décidé, avoir désigné une personne. Il y a des cas où il y a un doute, donc ils vont nous dire on ne sait pas qui est ou on n'est pas d'accord. Et là, c'est les managers, c'est nous qui allons trancher dans ce cas-là. Et attends, est-ce que j'ai répondu à toute ta question Ouais, je crois. je sais pas. Et juste sur le Donc, suivi, ah oui, sur le c'est des suivi, personnes. Ouais, donc par contre, c'est ouais, des ouais, des personnes personnes. individuelles et c'est Ouais, une personne parce qu'on s'est d'accord. rendu compte que dès que tu mettais plusieurs personnes, en fait, dès lors que tu dilues la responsabilité, la notion de responsabilité,
elle sort trop facile, enfin, elle est diluée elle-même. Donc, c'est Mmh. toujours une seule personne par KR. Ouais, et justement sur le suivi parce que, tu vois, moi ça m'arrive de rencontrer, des product managers qui me disent: «Bon, bah, ouais, moi j'ai l'ownership sur ce KR, je vais faire un maximum pour l'atteindre. Par contre, aller chercher la data, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps de m'en occuper» et cetera. Comment vous fonctionnez chez vous? Qui est responsable du suivi des KR? Alors, c'est l'owner du KR qui est responsable, en tout cas qui enfin, voilà, qui a l'ownership de trouver la data. Il est pas forcément capable de trouver tout seul, mais bon, en général, après si on dit: «C'est compliqué de faire le suivi», honnêtement, probablement que le KR, il a pas été bien défini Mmh. et nous, ça fait partie des livrables, en fait, au début du trimestre, tu dois avoir ton dashboard déjà prêt, avec le suivi. De toute façon, tu fais ta mesure à mois zéro au début du trimestre. Donc ensuite, normalement, ça se met à jour à peu près tout seul ou à peu de choses près, même si tu es en Excel. Ça doit être un travail qui te prend, alors ça prend du temps. Il faut réserver des plages, mais ça doit pas te prendre 5 heures, dans la semaine de mettre à jour ton KR. Moi, aujourd'hui, par exemple, un product manager, de mettre à jour, de remplir tous les chiffres de data, avec ces dashboards qui sont, automatisés, et de mettre un petit mot sur chaque action pour dire j'en suis là, ce levier il est en retard, etc. Ça lui prend une heure, une demi-heure, grand max une heure le lundi matin et that's it. Et par contre, on a fait le choix et on s'est tapé dans la main pour se dire que c'est normal qu'elle y consacre ce temps, mais elle n'est pas censée y consacrer plus. Et en fait, si déjà ton KR, pour le mesurer, ça te prend 4 heures de le mesurer, c'est que probablement, il y a un problème dans la définition du Ouais, KR parce que c'est que tu es pas au clair dessus ou c'est que tu as pas la bonne data ou que ta data, elle est pas dispo et donc probablement que déjà ton KR, ça doit être capable de collecter ma data sur ce sujet, tu vois? Moi, je ferais à l'inverse et je me dis: «En fait, si tu es pas capable de mettre à jour ton KR facilement, tu as probablement un sujet de data à mettre au clair avant, ou alors c'est une data farfelue qui est surprenante», tu vois? c'est clair. Donc voilà. Moi, c'est ce que je dirais à mon product manager, en tout Mmh. cas, s'il me dit ça. Par contre, qu'il y passe une heure par semaine, ça, c'est normal et c'est accepté entre nous et ça fait partie de son temps et moi, j'en suis consciente. Mmh. Voilà et le rôle de l'OKR master, c'est aussi de prendre un peu du recul, parce que justement aussi l'avantage, en tant que manager ou cofondateur de pas rédiger nous-mêmes les OKR, c'est qu'on a plus de facilité à challenger ce que nous proposent les équipes et que du coup, on va avoir du recul et donc nous, on va pouvoir les challenger et justement identifier, ah bah tiens, là, tu as mis un truc qui est quali et qui devrait peut-être plutôt quanti. Là, l'indicateur que tu as proposé par rapport aux actions que tu as mis, ça n'a pas trop de sens. Et donc, comme en fait, c'est pas nous qui les avons construits, ben, on peut apporter vraiment une autre lumière et on peut justement challenger que les OKR ont été bien rédigés parce que en fait, ben, on est un peu externe à ce process. Hem, voilà, je parle de définition à sens unique, on a déjà pas mal évoqué le sujet, mais effectivement, nous, on s'est beaucoup cherché entre, au début, des moments où on avait laissé totale autonomie aux équipes, et des moments où c'était le management qui poussait complètement les OKR, on n'a pas trouvé de solution miracle à part, je vous disais, de faire justement les 2 et de faire beaucoup d'allers-retours entre les 2. Nous, c'est ce qui nous a permis de bien fonctionner. Heu, Top down, ça crée trop de frustration auprès des équipes, et ça crée des problèmes utilisateurs qui étaient complètement oubliés parce qu'on ne pensait qu'aux objectifs de boîte, aux axes de boîte et on oubliait complètement de prendre en compte ce que remontaient les utilisateurs et qui était parfois différent des sujets de la boîte. Et bottom up, bah, ça a créé parfois de l'impact qui n'était pas celui qu'on voulait parce que typiquement, heu, tu vois, il y a 2 ans, on était en recherche pour être, enfin, on voulait, devenir rentable, tu vois, on avait des product managers qui nous poussaient que des trucs de satisfaction client hyper intéressants, mais en fait, pour la boîte, pour qu'elle devienne rentable, ça ne venait pas du tout contribuer, et du coup, il y avait une frustration après du top management, et donc ça a clashé, tu vois? Typiquement. Mmh. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant, nous, on est venu à quelque chose qui va vraiment dans les 2 sens pour trouver la balance maximale entre servir la boîte, les objectifs de la boîte, les KPI de la boîte et en même temps, travailler des sujets qui sont pertinents pour les utilisateurs et qui aient du sens d'un point de vue, produit. Mmh. Tac, 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 aucun levier ouais, alors, justement, bah, tu vois, typiquement,
tu parlais tout à l'heure d'un PM qui a du mal à mesurer ses KR chaque semaine. Probablement qu'effectivement, soit il n'a pas le bon KR, soit ses actions, elles vont dans tous les sens et du coup, il va mettre du temps à centraliser, OK, quels sont les leviers que j'ai activés qui ont un rapport avec ce KR? OK, mais ce levier, qui est en train de le faire? Et je pense que s'il y a une perte de temps, c'est probablement qu'au démarrage, ça n'a pas été assez cadré. Et nous, on a constaté ce sujet. Donc ça, tu vois, c'est typiquement une réponse, je pense, à cette question. Et nous, comment ce sujet il est apparu, c'est qu'il y avait parfois, il y a eu des KR où à la fin du trimestre, on se disait, mais c'est pas possible, ce truc, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un iota. J'étais à 18% au début, je suis à 18% à la fin. J'ai l'impression d'avoir cravaché tout le trimestre. Et en fait, en creusant, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? Bah ouais, en fait, on a cravaché tout le trimestre, sauf que les solutions, elles ont été mises en place les 15 derniers jours ou les 2 derniers jours, voire le jour de l'arrêt du trimestre. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, on avait démarré le trimestre en se disant, on veut faire progresser ce KR-là, mais on n'avait aucune idée de comment. Et donc, bah, forcément, on a commencé par faire des petites discoveries. Ensuite, on a pris le temps de faire un brainstorm pour se dire quelles actions on va mettre en place. Ensuite, il a fallu concevoir les solutions. Ensuite, il a fallu les devs. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en faisant la user validation, bah, en fait, il fallait changer. Bref, tout ça mis bout à bout. Sur un sujet qui était peut-être même pas le plus prio, qui était peut-être le KR3 de l'objectif 3, bah forcément, en fait, à la fin du trimestre, il n'y avait rien de mesurable et rien de concret. Donc ça, par exemple, bah, du coup, ça me fait penser, ça, c'est une des règles de nos guidelines, c'est que quand tu écris un KR chiffré, s'il est chiffré, tu dois avoir les actions, tu dois avoir déjà au moins 2-3 idées d'actions qui vont impacter ce chiffre. Et ces actions, elles doivent être limite prêtes à dev ou prêtes à être livrées max dans les 2 premières semaines du trimestre. Ou le premier mois, allez, je te tire premier mois. Mais pour nous, en gros, tu peux pas proposer un KR chiffré si tu n'as aucune action qui, là, est pas prête à être envoyée en prod ou à peut-être voilà, quelques semaines de lettres. Il faut être un minimum avancé. Si vous n'avez même pas fait votre discovery sur ce KR, si vous n'avez aucune idée d'action ou des problèmes qui sont liés à ce chiffre, ne mettez pas un KR chiffré, mettez un KR quali de discovery, de préparer tout pour avoir plus qu'à appuyer sur le bouton, de mettre en prod à la fin, de mettre en prod les solutions à la fin du trimestre. Mais voilà, c'est 20. Ou alors vous êtes très très rapide et je veux bien du coup qu'on fasse un call pour vous m'expliquer comment vous faites pour aller aussi vite. Mais moi, à l'échelle d'un trimestre, quand j'ai pas ma discovery faite au début du trimestre, c'est impossible qu'à la fin du trimestre, j'ai fait ma discovery, conçu, livré et mesuré de l'impact sur mon chiffre. Voilà. Ouais. Je vous le dis, on n'y arrive pas en tout cas. On est peut-être mauvais, mais on n'y arrive pas. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut que le KR il bouge à chaque OKR check-in que tu vas faire, parce que s'il n'est pas en capacité de bouger à chaque OKR check-in, ça veut potentiellement dire justement que tu vas bosser pendant 2 mois sur essayer de mettre en place des trucs pour que ton KR devienne actionnable et que tu puisses commencer à le mesurer. Donc là, c'est sûr que c'est pas bon. Exactement. C'est clair que c'est intéressant. Alors nous, on est un peu plus laxiste parce que franchement, c'est hyper dur de trouver des KR qui bougent chaque semaine et des KR où tu livres quelque chose chaque semaine et on fait un check-in toutes les semaines. Mais ouais, si ton OKR en 2 semaines, il bouge pas et que tu n'as pas livré au moins des micro-actions, c'est un sujet. Et donc, tout, qu'est-ce que je racontais? Et non, et après, bon, voilà, les classiques, c'est typiquement, donc moi, je disais que les honneurs de résultats clés, c'est une seule personne. Bon, bah, je me suis retrouvée, ça c'était quand? Mais il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 6 mois. Au bout de 1 mois, j'ai dit à ma product manager, mais en fait, je viens de recompter, tu as 7 KR dont tu es honneur. Mais en fait, c'est pas possible, ça ne va pas rentrer. Tu peux pas mettre de l'énergie intense sur 7 KR qui chacun ont plein d'actions à mettre en place, plein d'actions à suivre. Et là, typiquement, tu te retrouves dans un cas où ton PM, il peut pas faire de suivi, mais c'est juste parce qu'il en a beaucoup trop. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des max d'objectifs, des max de KR, et que dans mon rôle d'OKR Master, il y a aussi de checker que c'est pas la même personne qui a 100% des KR, parce qu'en fait, sinon, ça devient injouable, et que l'objectif des OKR, c'est aussi de distribuer un max les choses pour travailler en équipe. Voilà, et ensuite, bah, la mauvaise définition des leviers, avoir des leviers qui sont pas liés à ton KR. Donc ça, mine de rien,
Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on croit. Ça paraît toujours évident de se dire qu'une action va avoir un impact sur tel chiffre, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas et ça nous arrive de nous planter. Et typiquement, ça c'était, ouais, je pense il y a 1 an aussi, on avait un KR qui était, de mettre en relation les créateurs avec nos partenaires, notamment bancaires. On travaille avec la banque, qui est Conto et on avait une action qui a été d'intégrer, de faire une intégration entre Conto et notre espace client pour fluidifier l'envoi des documents, l'échange d'informations pour l'entrepreneur. OK, très bien, c'est super pour le client, mais en fait, le KR, c'était de mettre en relation plus de gens avec le partenaire. Donc en fait, ça avait un lien parce qu'il y avait Conto, il y avait le mot partenaire dans l'action et dans le KR, mais en fait, l'action n'avait aucun impact sur le chiffre qu'on était en train de mesurer. Voilà, et ça paraît vraiment débile, mais en vrai, on se plante encore et ça nous arrive encore de parfois faire des actions où quand on les re-regarde et quand on prend un tout petit peu de recul dessus, on se rend compte que elles servent pas vraiment et pas exactement la métrique qu'on a choisie. Donc ça, c'est un gros point de vigilance et c'est un gros point de vigilance, je disais, d'OKR Master et même des managers au global quand on relit les OKR, de s'assurer qu'il y a une pertinence. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir deux, trois actions quand on parle d'un KR, d'avoir les deux, trois actions, les deux, trois problèmes qu'on va essayer de résoudre pour s'assurer que ça va dans la bonne direction et que la logique et le chiffre qui a été choisi, il est cohérent avec ce qui va être mis en place. Alors, je te propose de basculer à la partie suivante, qui va être la partie, pardon, exécution. Ouais, donc ça, c'est plutôt des choses dont on s'est rendu compte, vraiment là, c'est à force de le pratiquer, c'est plein de petits micro changements, qu'on a fait. Bon, les honneurs de KR, on vient d'en parler, donc je vais pas en reparler. Dans la continuité d'avoir trop de KR, il y a aussi d'avoir beaucoup trop de run à côté, donc d'avoir, si vous avez un product manager, je sais pas, qui a 5 KR et qui en plus, ou même que 2 ou 3, et qui à côté, par contre, on sait que 50% de son temps, il est dédié à résoudre des bugs pour le service client, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc, il faut s'assurer aussi que pour chaque porteur de KR, il a la bonne bande passante à y consacrer et qu'en fait, les KR, ça doit être la majorité de son temps. Donc aujourd'hui, moi, un product manager, les OKR, c'est 80% de son temps. Et après, il a 20% pour des petits trucs de run ou pour des projets peut-être d'anticipation, mais globalement, c'est ça le ratio. C'est qu'il a du temps pour se focus sur les OKR. Et ça, c'est valable aussi à l'échelle de la boîte. Parfois, on s'en rend compte, hein, tu vois, on va avoir un cofondat qui nous dit non, bah alors, OK, ils sont super vos OKR. Et puis à côté, en run, il faudra quand même s'assurer d'avoir X % de vente, un NPS à temps. Nanana. Non, mais en fait, on peut pas augmenter tous les KPI de la boîte, plus faire des OKR avec du build, plus. Enfin, ça, c'est pas possible. Donc, parfois, il faut faire des choix. Et parfois, quand le run est trop important, on met du run dans des OKR. C'est possible. Par exemple, nous, notre équipe du service client, le trimestre dernier, elle n'a pas lancé de nouveaux projets. Ses OKR, c'était assurer de maintenir notre pourcentage de réponse au standard téléphonique, même pas l'augmenter, hein, juste le maintenir parce qu'on savait que c'était compliqué, parce qu'on avait plus de clients à ce moment-là, on avait une personne qui était en arrêt maladie, bref. Du coup, dans ces OKR, c'était des trucs où tu pourrais te dire c'est du run. Répondre au téléphone, répondre aux avis clients mauvais, et enfin, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était vraiment de cet ordre de grandeur où tu pourrais te dire non, mais en fait, c'est pas un OKR, c'est pas un nouveau projet, c'est pas une augmentation énorme, etc. Mais en fait, comme c'était ça qui allait prendre vraiment le plus de temps au quotidien à l'équipe, eh ben, leurs OKR, c'était ça, parce qu'au moins, ça reflétait, les OKR, ils reflètent 80% de leur journée. Donc voilà, nous, on se permet de mettre du run dans des OKR parce que c'est quand il y a des moments où on a besoin de faire attention à du run, et ben, on y fait attention en le mettant dans les OKR, tout simplement, plutôt que d'essayer de le rajouter. Alors Flora, il nous reste une dizaine de minutes. On a été Ah, très c'est chaud. bavards tous les deux. Je vais aller vite pour laisser du temps aux questions. Ouais. De toute façon, tout est écrit. Des erreurs qu'on n'a pas fait, pas oser changer les OKR en plein milieu d'un trimestre. Enfin voilà, parfois tu te rends compte que tu vas pas y arriver ou que tu sais pas mesurer ta data justement, ou alors tu as déjà atteint ton OKR, pas hésiter à le changer. Hein, c'est pas grave, c'est pas figé dans le marbre. Vous pouvez décider au bout d'un mois de dire OK, bon, ce OKR là, je l'abandonne, je le change, je le réécris, etc.
Ça, c'est un truc qu'on s'est permis de faire au fur et à mesure. Et ensuite, gros sujet, mais ça va vraiment se lier après, c'est pas avoir de règles de quand est-ce que je suis mes OKR, c'est quand mon OKR check-in, qui le suit, sous quel format, à quelle instance, quel temps j'y dédie. Et là, tu peux passer du coup direct sur la slide d'après, mais de toute façon, c'est tous la même logique, c'est Et d'avoir un justement, process. j'en profite juste pour te poser deux questions, une de Jamel et une de Virgile, qui sont dans les top questions. Donc la question de Jamel, c'est justement comment vous suivez les OKR pendant le trimestre. Donc on a parlé un petit peu d'OKR check-in. Et la question de Virgile, c'est quel outil vous suivez pour vos OKR. Parfait, c'est des trucs d'après. Du coup, comment on fait pour suivre? Donc il y a 2 niveaux de suivi. Il y a un niveau de suivi dans l'équipe ou dans la squad, en l'occurrence pour le product manager. Donc moi, ma product manager, tous les lundis après-midi, ils ont une synchro de squad où il y a, un dev, la personne elle dans une squad qui s'occupe des prospects. Donc il y a une personne du marketing, une personne de sales. C'est une squad, assez élargie et ils se voient 1 heure tous les lundis pour remplir toute la data des KR, plus faire un update sur tous les leviers et les actions. Donc, c'est pas que la data, c'est aussi les actions. Et elle doit livrer donc la data, un update des différentes actions qui sont en train de servir les KR. Et la troisième chose, c'est un indice de confiance. Donc, c'est à quel point tu penses que ça va le faire d'ici la fin du trimestre. Parce que parfois, il y a un KR qui est bloqué, qui avance pas. Mais en fait, tu sais que c'est parce que tu n'as pas encore release la fonctionnalité, parce que tu as eu un retard de dev ou j'en sais rien. Mais tu sais que ça arrive dans 2 semaines. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une catastrophe sur le KR. Donc, tu peux avoir un KR qui avance pas et qui pour autant a un indice de confiance au vert parce qu'on sait que ça va finir par se résoudre. Et à l'inverse, tu peux avoir un KR qui progresse, mais tu sais que, je sais pas, moi, à partir de dans 2 semaines, j'ai plus aucun dev dispo, je peux plus rien dev. Donc, je peux mettre un indice de confiance rouge parce que je sais qu'il va être bloqué à partir de dans 2 semaines. Donc, 1 heure par semaine, la squad se réunit et elle livre ces 3 infos. Donc, la data du KR, un update sur les actions qui sont liées au KR et l'indice de confiance qu'ils ont. Et en miroir, nous, on a une réunion chaque semaine aussi, un OKR check-in chaque semaine avec les managers et les cofondateurs. Et c'est le lendemain, en fait, justement, c'est le mardi matin. Et du coup, on prend tout ce que nous ont livré les squads et les équipes et on regarde avec un œil extérieur, avec du coup un peu plus de recul et on vient challenger. Ok, ce KR, tu me dis que tu n'es pas en confiance, il avance pas dans le bon sens et en fait, tu me mets qu'il y a 2 actions à l'arrêt. Comment on débloque ces 2 actions? Voilà, on va avoir un rôle après de remettre du rythme ou d'identifier, parce qu'on a un peu plus de recul, les sujets qui posent problème pour remettre un push remettre des priorités ou dire ok, on abandonne ce KR, c'est pas grave. Et ça permet aussi, à ce moment-là, on échange. Il y a le marketing qui vient présenter ses OKR, le produit qui présente ses OKR, les sales qui présentent ses OKR. Donc, ça nous permet aussi déjà d'avoir de la visibilité sur ce que font les autres équipes, mais aussi d'identifier quand il y a des choses qui viennent en collision. Moi, parfois, je sais pas, ma product manager, elle vient me voir, elle me dit je peux pas avancer sur tel sujet parce que j'ai besoin qu'on déclenche un workflow d'email et c'est la personne du marketing qui peut le faire pour moi, donc je suis bloquée sur ce KR. Moi, du coup, à ce moment-là, je suis en face de la responsable marketing. Je vais lui dire, OK, comment on fait pour que ta personne, elle libère du temps? Est-ce qu'elle a d'autres sujets prio? OK, si on doit challenger les 2 sujets, tes sujets market versus mon sujet produit où j'ai besoin du marketing, d'un point de vue boîte, lequel on priorise. Donc, c'est un super moment pour faire des décisions ensemble sur tout ce qui concerne plusieurs équipes ou qui impacte plusieurs équipes. Donc, c'est 1 fois par semaine avec ces 2 granularités-là. Et ensuite, 1 fois par mois, on a, nous, une réunion mensuelle où chacun présente ses OKR à toute la boîte. Et là, c'est plutôt en mode descendant, présentation. C'est pas forcément un moment de réflexion, de challenge. C'est plus du partage, mais qui permet que 100% de la boîte puisse suivre tous les objectifs. Tac, tac, tac. Oui, la question, c'est bon. Donc, sur le suivi, du coup, on en a parlé et on s'est rendu compte que c'était important que, tu vois, au début, il n'y avait que la synchro entre la squad et nous, les managers ou les cofondateurs, on regardait les OKR peut-être que tous les mois. Mais du coup, ça a créé. Enfin, on avait d'un coup plein de questions ou d'un coup, on disait, mais attends, pourquoi ce truc, il n'a pas avancé depuis un mois et je n'étais pas au courant? Donc, ça pouvait souvent créer des problèmes, alors que de le faire toutes les semaines, c'est souvent plus light et ça permet de réagir plus vite ou de réagir avant que les choses ne deviennent énormes
Donc, on préfère le faire de manière hebdo. Suivre uniquement les chiffres, donc c'est ce que je disais, c'est pas juste relever les compteurs d'EKR parce qu'en fait, en soi, juste le chiffre, il veut rien dire si tu associes pas est-ce que tu as des idées d'action, comment elles avancent, enfin voilà, tout ce que je disais sur l'indice de confiance et les leviers. Ah, et la question, c'était les outils. Alors, nous, en termes Ouais. d'outils, c'est basico-basique. Un Google Sheet avec les OKR, avec des colonnes chaque semaine avec le chiffre. Et ensuite, c'est des Trello par équipe où il y a les actions qui sont mises en place pour chaque KR. Donc, par exemple, un product manager, il a son Trello de sa squad. Et dans son Trello, il y a toutes les idées d'action en mode to-do, backlog, to-do, en cours, done, exactement comme un Trello de dev. Et une carte par action et par levier avec des étiquettes qui disent à quel KR ça se rapporte. Voilà, c'est les deux outils qu'on a pour suivre nos OKR. Sur les outils aussi, nous, en interne chez Advisory, on utilise Notion. Ça se fait bien. Il y a des Canva qui l'utilisent. Et en clientèle, ce qu'on utilise souvent, c'est GTM Hub, qui est un outil dédié aux OKR et qui est pour moi aujourd'hui le meilleur outil du marché sur les OKR. Yes, et je lis quelques commentaires sur la droite. Et ça, ouais, faire de la discovery en amont de la définition CKR. Et du coup, ouais, au produit, nous, on essaye vraiment chaque trimestre de faire quelques petites discoveries en prévision, de lancer des phases de discovery en prévision, de se dire, OK, pour nourrir mes OKR du trimestre prochain ou du semestre prochain, il faut que je commence un peu à découvrir des problèmes. Et ultra fréquent. Et il y avait Virgile qui disait c'est ultra fréquent, c'est omniprésent. Ouais, clairement, nous, nos OKR, c'est la seule chose. Tous les sujets importants, c'est que les OKR. Et donc, oui, c'est ultra présent et c'est toutes les semaines et c'est quasiment le seul sujet dont on parle. Enfin, tout ce qui est important est dans les OKR. Comme ça, au moins, c'est clair et on sait où on va. Ce que je te Et propose, sur les Laura, c'est mesurabilités, le reste, ouais, on en a parlé. c'est de faire du coup la petite conclusion en 2-3 minutes et puis après, Ouais, je vais prendre les 2 dernières sûr. questions qui sont les mieux notées, et comme ça, Cool. on finit à 14h05. Vous pourrez arriver à vos réunions respectives avec, les 5 minutes de retard Désolée. de politesse. Après, je pense qu'au final, ça récap tout ce qu'on s'est dit avant. Les OKR, c'est super cool, mais il faut y consacrer du temps. C'est pas une méthode, hop, on la met en place et c'est terminé. Non, en fait, c'est du temps chaque mois, chaque semestre, chaque trimestre. Il faut y associer des rituels. Hein, il faut trouver les vôtres. Il n'y a pas de rituel imposé, je pense, mais c'est pas un truc qui vit tout seul. C'est un truc qui doit se faire vivre. Donc nous, c'est chaque semaine, chaque mois. Il faut que ça ait du sens avec la vision de l'entreprise. L'idée, c'est que les OKR, ils servent votre entreprise à avancer dans le bon sens ou votre produit à avancer dans le sens qui a été déterminé. Et être radicaux. Donc, c'est ce que je disais. Nous, tout ce qui est important, c'est dans les OKR. Il n'y a pas d'objectif side. Il n'y a pas de run qui prend 80%. Les OKR, c'est vraiment 80% du temps des équipes. Donc, voilà. Et moi, si j'avais deux choses à retenir des OKR, c'est une super méthode, mais ça reste une méthode, ça reste un outil et il faut se détacher de toute la. Enfin, voilà, c'est pas une secte et c'est pas une idéologie. C'est une fin en soi d'avoir des OKR. Déjà, c'est pas magique, c'est pas parce que vous allez mettre des OKR que d'un coup tout va marcher parfaitement et que tous vos projets vont avoir de l'impact. Hein, désolé. Ça permet de donner du rythme, c'est hyper intéressant pour plein de raisons, mais c'est pas déjà une fin en soi. Donc, il faut se sentir libre aussi de les adapter, de les ajuster, de les utiliser de la manière qui est pertinente pour son entreprise. Voilà, et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est les discussions que ça génère, les débats et le challenge sur est-ce qu'on a de l'impact et est-ce que ce qu'on fait comme projet sert à quelque chose in fine. Et c'est juste à ça que doivent servir les OKR pour moi. OK, merci beaucoup. Et pour terminer, du coup, 2 petites questions, une de Julien et une de Laetitia. Julien qui te pose la question suivante, sur tes KR qui sont pas chiffrés, comment tu juges du succès ou non, du KR? Et Mm. Laetitia qui pose la question des OKR plutôt techniques pour l'équipe tech. Je sais pas, par exemple, Ouais. si tu dois adresser des sujets des techniques, est-ce que vous avez aussi des, OKR dédiés aux équipes techniques? Tout à fait. Alors, pas chiffré ne veut pas dire pas mesurable. Donc, même si tu n'as pas un KR chiffré, il faut que ça soit quelque chose où à la fin, on peut dire oui ou non, c'est atteint. Donc, typiquement, nous, ça va être on a
livré telle feature. Pardon, j'ai dit un gros mot. Oui, ça nous arrive de dire on a livré telle feature et de voir ça comme une fin en soi. Je l'admets et je le crie, je l'assume. Ça nous arrive. Ça peut être j'ai fait une discovery sur ça, j'ai mis en place telle solution pour l'équipe customer service. Voilà, il faut que ça, même si c'est pas chiffré, ça reste par contre quelque chose où à la fin on peut dire oui ou non, je l'ai fait. Et d'ailleurs, l'exemple que j'ai montré, je pense qu'il n'était pas bien formulé, typiquement. Tu vois, on a encore des fails parce que j'avais dit, je crois, on aide les créateurs. Et en fait, la vraie solution, c'est la vraie KR, ça aurait dû être, j'ai mis en place 2 solutions qui servent cette cible-là, tu vois. Donc, il faut que ça reste mesurable, même si c'est pas chiffré. Et ensuite, sur les équipes tech, oui, ils ont aussi leurs objectifs. Typiquement, attends, je peux t'en lire un si tu veux de ce trimestre. Mais eux, en fait, tout ce qui est mis à jour, justement, en gros, justement, ça leur permet de mettre leur run qui est important et qui ne doit pas passer à la trappe de le produit qui prend toute leur bande passante. Et du coup, ils ont des objectifs pour gérer toute leur dette technique. Donc là, par exemple, ils avaient un objectif de on a retiré X% de code mort. Et un autre objectif, c'est on a passé l'update de la gemme MangoPay. Voilà, tu vois, typiquement, ça, c'est des objets de nos équipes tech et c'est ce qui leur permet effectivement de toujours être bien sur leur dette technique et de faire évoluer aussi leur architecture. C'est par ce biais aussi qu'ils font tous leurs gros changements d'archi. C'est avec leurs propres objets techniques pour lesquels ils ont une bande passante qui est attribuée dans leur semaine, mois, temps. Trop bien, passionnant. Merci beaucoup, Flora. Est-ce que pour terminer, tu as, je sais pas, un petit mot à adresser, peut-être, je sais pas, des besoins de recrutement ou des sujets spécifiques côté Captain Contrat, avant qu'on clôture, ce bourbier? Écoute, pas de non, on recrute, on cherche désespérément des stagiaires. Je ne sais pas si c'est que nous ou si tout le monde galère autant sur tous les postes, il n'y a plus de stagiaires. Mais on n'a pas de recrutement CDI là pour l'instant, on est full staff, je touche du bois. Mais voilà. OK, ça marche. Bon, bah, si jamais vous connaissez des stagiaires, envoyez un petit, message LinkedIn à Flora. En tout cas, merci beaucoup, hein, franchement, pour ta présentation, pour ton temps. C'était ultra quali, il y a eu beaucoup de messages, passionnés dans le chat, je pense que les gens sont OK. super satisfaits de, voilà, de ton retour d'expérience, donc un grand merci, à toi Flora et puis bon, bah, à très vite et merci aux Merci participants à du vous, bourbier. en espérant que ça soit utile. Carrément. Salut, bonne Allez, merci à journée. tous, bonne fête de fin d'année. Merci.